C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs de Radio Virus, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Tout de suite, nous commençons par une chronique animalière. Hier, je reçois un drôle de coup de fil. Une grande amie de ma mère, une dame un peu perchée qui glande en confinement dans son château en Vendée. On a passé notre enfance chez elle à se goinfrer de Kinder et on la considère comme notre grand-mère gâteau. Elle m'appelle hier soir et me dit en étouffant un demi-sanglot, Phil, Raph et Get ont disparu. Je suis un peu désarçonné. Dans mon souvenir, elle n'a qu'un fils qui s'appelle Cédric. Le nom de ses petits-enfants ne correspondent pas non plus. Mon silence un peu gêné commence à s'éterniser. Je cherche à toute vitesse ce que je peux répondre à cela. Je bredouille une question un peu balourde sur l'identité de ces personnes et demande comment je peux aider. Là, elle éclate de rire et me précise que, pas de panique, il s'agit de ses pans. Ouf, on est sauvé, on va pas me demander d'enquêter sur des petits-enfants imaginaires portés disparus dans une rivière. Elle a effectivement dans le parc de son château 3 magnifiques pans bleus qui lézardent pour le plus grand bonheur des yeux. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une attaque d'un gang de renards. Traces de lutte, sang, plumes dans tous les sens. Elle me dit « Toi qui es un peu un gars de la débrouille, tu sauras bien me retrouver des pans ?» Alors oui, j'ai monté une boîte de gars de la débrouille, mais là en vrai, je sèche. Si l'un d'entre vous d'ailleurs a un plan, je ne suis pas contre. Pourquoi je vous emmerde avec mes histoires de clientèle ? Parce qu'en ce temps de merde, où les entrepreneurs font faillite, où on n'a que des peurs pour l'avenir, où des mots comme geste barrière ou masque FFP1 sont utilisés toute la journée, les problèmes de riches de la pote de ma mère me détendent énormément. Les derniers clients que j'ai, et qui bossent encore, ne cherchent que des masques ou des lingettes désinfectantes. Vous reconnaîtrez aisément que c'est loin d'être bandant. Alors que me décarcasser pour trouver des pans bleus, je trouve ça cool. J'apprends plein de choses sur ces phasinadés au plumage ocellé, leur permettant de faire la roue. Je découvre que c'est l'un des rares oiseaux qui est capable de jouer avec sa femelle sans vouloir la baiser, mais juste comme ça, pour le fun. Bref, en cette dernière semaine de confinement, je me dis que tout n'est pas foutu, et que tant que des gens voudront des pans, ça vaudra le coup d'être un petit gars de la débrouille, à qui on demande des trucs farfelus. Retrouvons les actualités du jour. L'actualité de ce mardi 5 mai. Surprise. Le coronavirus n'a pas été stoppé par les affichettes d'Agnès Buzyn, d'autant qu'a priori, il était déjà là. Sur 24 patients testés pour une pneumonie fin décembre, un patient avait le Covid-19, un mois avant le premier cas officiel. Générosité. Les hôpitaux manquent de moyens, une partie de la population française galère avec les fins de mois, mais Macron annonce que la France contribuera à hauteur de 500 millions d'euros à l'initiative internationale de recherche de vaccins. Aucune précision pour le moment sur qui va vraiment récupérer l'argent, mais il est probable qu'un ou deux labos se frottent les mains. Vérité. Le gouvernement lutte contre les fake news tout en propageant. Le ministre de la Santé a assuré qu'il avait suivi les recommandations du Conseil scientifique quant à l'ouverture des écoles. Problème, le Conseil avait dit l'inverse. On attend les articles fiables et vrais sur le site du gouvernement pour nous expliquer ce qu'il faut comprendre. Épidémie. Le Covid est toujours là et coupe la France en rouge et vert. Mais une nouvelle carte de vigilance a été publiée, celle du moustique tigre, qui vient nous rendre visite. Rien de bien grave, il est juste porteur potentiel du chikungunya, de la dengue ou du Zika. Cache-cache. Amazon a fermé ses entrepôts jusqu'à aujourd'hui afin de voir comment faire face aux restrictions judiciaires de son activité en France, tout en continuant à expédier depuis les entrepôts européens, business as usual. La société a demandé gentiment le chômage partiel pour ses salariés, et forcément, c'est pas passé. On espère que Bercy aura la même fermeté avec les entreprises en télétravail. Écologie. La police s'ennuie. Elle fait prendre le frais à ses hélicoptères. Sur une plage, un hélico suit une femme qui se promène tranquillement, seule, pour lui crier au haut-parleur que c'est interdit. Bonjour la facture. On aurait pu en acheter des lacrymos avec cet argent. Ou des masques. Neutralité. Nos médias sont pleins de surprises. M6 faisait une émission sur ces héros qui font tourner la France. En plein milieu, Bruno Le Maire. Un portrait élogieux du seul vrai héros, le sauveur de l'économie. On y voit un bourreau du travail qui se démène pour nous rendre la croissance. Mais bien sûr, cela passera par une baisse des dépenses publiques. Héros d'un autre temps. Peur. La vice-présidente du MEDEF nous apprend que les Français ont autant peur du coronavirus que de perdre leur travail. Choisis ta mort, médicale ou professionnelle. École.
Jean-Michel Blanquer ne comprend pas que les écoles ne veuillent pas rouvrir. Si certaines y arrivent, c'est que c'est possible, cela doit donc être fait. On aimerait la même cohérence intellectuelle sur certaines mesures sociales ou économiques. Recherche. La course au traitement se poursuit. Dernière idée en date, le lama. Ce bel animal semble pouvoir produire des anticorps contre le virus. Attention capitaine, quand lama pas content. Transport. Alors que le stickage dans les transports est devenu une activité de la RATP pour préparer la reprise économique, le gouvernement se penche sur la distribution gratuite de masques. Non, ça c'est en Espagne. En France, on réfléchit au montant de l'amende pour ceux qui se colleraient un peu trop. On ne sait cependant pas qui des deux devra payer. Sale temps pour les fraudeurs. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. Retour en Terre Sainte pour ce premier point politique. Selon le quotidien israélien Haaretz, le Mossad volerait des tests de dépistage du Covid-19. Le ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett, n'a pas démenti le vol par le Mossad, service secret israélien pour ceux qui ne le savent pas, d'équipements médicaux liés au Covid-19 et destinés à d'autres pays, rapporte le quotidien. Lorsqu'on lui a demandé, lors d'une interview à la radio militaire, si le Mossad avait volé du matériel médical lié à la pandémie de coronavirus, Bennett a répondu « Je ne répondrai pas à cette question. Nous agissons tous de manière agressive et intelligente. » Israël a mobilisé ses agences de renseignement externes et internes pour obtenir des kits de tests de coronavirus et pour surveiller les personnes présentant des symptômes de Covid-19. Israël fait également face à une pénurie de respirateurs C1 et C6 nécessaires pour les patients atteints de coronavirus, en plus des masques, des vêtements et des lunettes médicales. Yossi Cohen, le chef du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, encore une fois pour ceux qui ne le sauraient pas, a été nommé par le Premier ministre Benyamin Netanyahou en tant que responsable des efforts visant à se procurer des fournitures et des équipements médicaux qui connaissent cette pénurie. Le Shin Bet, service de sécurité intérieure, cette fois personne ne le savait, est par ailleurs autorisé à utiliser ces méthodes de surveillance avancées pour suivre les personnes en contact ou à proximité de ceux qui ont été infectés par le Covid-19. Cette décision a révélé des mesures technologiques secrètes en reposant sur les téléphones portables et les antennes qui les relient. Ces mesures controversées, construites pour espionner les ennemis d'Israël, les espions et les suspects de terrorisme, sont dorénavant utilisées pour espionner les citoyens israéliens. La police, elle aussi, veut être autorisée à utiliser ces technologies, exposant ainsi de plus en plus les citoyens israéliens à des violations de leurs droits civils. Autre exemple de ce phénomène, la nomination du général Roni Nouma, qui a récemment pris sa retraite du service actif, à la tête des tentatives visant à faire respecter l'isolement et le couvre-feu dans les communautés ultra-orthodoxes. Ces derniers représentent 12% des 8,6 millions d'habitants d'Israël, mais leur part s'élève à près de 40%. C'est la conséquence directe du refus de nombreux membres de leur communauté de suivre les instructions, parmi lesquelles le maintien d'une distance sociale, la fermeture des écoles et des synagogues et l'interdiction des mariages et autres rassemblements de masse. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, a déposé auprès du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Naftali Bennett une demande de transfert de la responsabilité de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à l'armée. Kochavi a émis sa demande dans une lettre secrète la semaine dernière qui a été révélée par le journal Israël Hayom. Dans une lettre secrète adressée au Premier ministre, Kochavi a demandé que l'armée soit autorisée à effectuer des tests de coronavirus sur une portée plus large qu'aujourd'hui, demandant que toutes les informations recueillies sur le coronavirus soient concentrées entre les mains de l'armée. Passons à la critique cinéma quotidienne. Le roi de Tachycardie est un tyran constamment défié par un oiseau bavard. Un beau jour, il tombe amoureux d'une bergère, elle-même amoureuse d'un petit ramoneur de rien du tout. Celle-ci tente tant bien que mal d'échapper au roi. Il est difficile de résumer un film aussi complexe que Le Roi et l'Oiseau. Le long métrage est un dessin animé sorti en 1980, réalisé par Paul Grimaud, réalisateur de nombreux dessins animés français, notamment dans les années 40 et 50. Pourquoi voir ce film ? Le Roi et l'Oiseau est un mastodonte de l'animation mondiale, une grande fierté française qui s'oppose dans son style au Disney. Encore aujourd'hui, ce film inspire de nombreux dessinateurs américains, comme Brad Bird par exemple, qui a notamment fait Les Indestructibles ou Le Géant de Fer, ou encore des dessinateurs japonais comme Miyazaki. Le Roi et l'Oiseau est une œuvre de science-fiction qui, dans son récit, s'inspire de 1984 ou Metropolis.
une satire d'une société tyrannique où l'on est constamment surveillé et où le peuple est totalement abandonné. Et le film ne donne aucune notion de temps. On ne sait pas à quelle époque nous sommes. L'architecture, les tableaux, les costumes, toutes les époques sont mélangées. Et ceci, je pense, pour que la satire puisse traverser le temps. Les dialogues sont écrits par le poète Jacques Prévert, grand ami de Paul Grimaud. Son travail rend le film unique en son genre et presque poétique. Pour la musique, c'est Wojtek Kilar, compositeur polonais ayant notamment travaillé sur Le pianiste et Dracula, qui s'en occupe. Il nous offre une bande originale magnifique qui s'inspire des plus belles musiques classiques. Les couleurs, les mouvements, les dessins, tout est fait dans un souci du détail. En fait, tout le film est traversé par des scènes plus passionnantes les unes que les autres. À chaque fois, une nouvelle idée visuelle ou sonore nous est proposée. Je pense réellement qu'il est important d'avoir en France de tels dessins animés. Quand on regarde la plupart des générations vivantes, on constate qu'en matière de dessins animés, la plupart d'entre elles ont été élevées avec du dessin animé notamment américain, que ce soit avec Disney, DreamWorks ou Pixar. Et franchement, c'est dommage. Non pas que les Américains n'aient aucun talent, mais se nourrir exclusivement de dessins animés américains n'est pas une belle preuve de culture. Il faut regarder des dessins animés français. Nous avons la chance, contrairement à beaucoup d'autres pays, de bénéficier en France de studios d'animation. Avril et le monde truqué, La planète sauvage, Les triplettes de Belleville, Minuscule, Funan, Ernest et Célestine et bien d'autres dessins animés font la fierté de notre pays. D'ailleurs, à la dernière cérémonie des Oscars, un dessin animé français, J'ai perdu mon corps, s'est retrouvé nominé dans la catégorie des meilleurs dessins animés. Montrons à nos enfants des dessins animés français, nourrissons-nous de culture française. Il faut regarder Le Roi et l'Oiseau. Poursuivons en musique. Aujourd'hui, nous allons vous parler artistes engagés. Calmez-vous, on ne va pas vous passer l'Aziza de Balavoine. On ne va pas vous parler de tous ces artistes de salon qui, dans leur confort de classe, chantent pour la paix dans le monde, contre le racisme et pour l'amour des peuples. Ces gens-là sont assez peu intéressants. Si vous aimez les concerts des enfoirés où des milliardaires font semblant de s'intéresser aux pauvres, passez votre chemin. Non, aujourd'hui on va vous parler d'un vrai groupe engagé qui a mis sa peau au bout de leurs idées. Nous sommes le 26 avril 1999. La Serbie vit un martyr noyé sous les bombes de l'OTAN. En totale violation du droit international, l'opération Force Alliée dura 78 jours et vit plus de 37 000 frappes d'aviation sur des villes serbes. Pour protester, le groupe français In Memoriam part à Belgrade et organise un immense concert sur le pont de Brankov en plein bombardement. Imaginez la scène. Dans les cieux, des bombardiers américains tournoient autour de la ville plongée dans le noir. Et en plein cœur historique, des halos lumineux trouent la nuit. Les pilotes ont peut-être vu des types sur une estrade avec des guitares et des t-shirts floqués d'une cible, brandissant le drapeau yougoslave et se constituant bouclier humain. C'est ça, un artiste engagé. Si vous soutenez une cause, n'allez pas chouiner chez Drucker, mais soyez prêts à mourir pour elle. Méritait d'être soutenu par la jeunesse nationale. C'est bien pour ça qu'on s'est envolé en terre yougoslave. Pendant ce temps, Paris se noie dans la spirale du mensonge. L'OTAN dit que ça doit, la propagande vous inonde. Pendant ce temps, Belgrade est la proie des bombes et des flammes. Ce ne sont pas des soldats qui massacrent les enfants et les femmes. US Go, celle-ci scandait sur les ponts de Belgrade à Novi Sad. Le peuple serbe faisait front, NATO Go. C'est ce qu'ils criaient sur les ponts, c'est solidaires de leur souffrance que pour eux nous chantions, nous chantions.
soleil est vraiment chaleureux. Les créatures de rêve nous font découvrir les lieux. Soudain le cri des sirènes résonne au cœur de la ville. Le climat s'alourdit, la peur se lit sur les regards. Les yeux se lèvent vers le ciel chargés de désespoir. Belgrade résigné, plongé, noyé dans le noir. Le terrorisme aveugle vient frapper des quartiers au hasard. US Go, c'est ce qui scandait sur les ponts de Belgrade à Novi Sad. Le peuple serbe faisait front, NATO Go, c'est ce qu'ils criaient sur les ponts. C'est solidaire de leur souffrance que pour eux nous chantions, nous chantions. Sur la grande place de Belgrade, il est temps pour nous d'encourager à notre manière nos camarades. Qu'est-ce qu'on était fiers de brandir devant eux le drapeau yougoslave. Le soir c'est sur un pont que se poursuit notre combat musical. Les avions de l'OTAN entament leur triste carnaval. Que vont-ils frapper cette fois? Une école, un hôpital. Et à Paris tout le monde s'en fout, c'est un dégât collatéral. Et toi pendant ce temps-là, que faisais-tu en France? Toi qui te complaisais à demeurer dans l'ignorance. Aujourd'hui la Serbie, demain la Seine-Saint-Denis. Un drapeau frappé d'un croissant flottera sur Paris, sur Paris. Oh, c'est ce qui scandait sur les ponts de Belgrade à Novi Sad. Le peuple serbe faisait front, NATO Go, c'est ce qui criait sur les ponts. C'est solidaire de leur souffrance que pour eux nous chantions, nous chantions. Non-conformisme dans ce deuxième point politique. L'historiographie contemporaine désigne sous le nom de non-conformiste des années 30, en se référant à l'ouvrage éponyme de Jean-Louis Loubert Delbail, une nébuleuse de groupes et de revues d'inspiration personnaliste, apparue entre 1930 et 1934 et animée par de jeunes intellectuels français qui avaient la volonté de situer leur engagement en marge des mouvements d'idées établis. On pouvait y distinguer trois courants. La revue Esprit, qui se constitue à partir de 1931 autour d'Emmanuel Mounier et auquel on tend parfois aujourd'hui à réduire le personnalisme des années 1930. L'Ordre Nouveau, créé sous l'impulsion organisatrice d'Alexandre Marc, à partir d'une base théorique fondée particulièrement sur la réflexion de Robert Aron et d'Arnaud Dandieu, l'œuvre de ce dernier étant brutalement interrompue par la mort en 1933. Ce que Emmanuel Mounier appellera la jeune droite rassemblera de jeunes intellectuels plus ou moins dissidents de l'Action française, Jean de Fabrègue, Jean-Pierre Maxence, Thierry Monnier, autour de revues comme Les Cahiers, Réaction pour l'Ordre, La Revue Française et La Revue du Siècle. Face à ce qu'ils percevaient comme une crise de civilisation, ces jeunes intellectuels présentaient, malgré certaines divergences, un front commun en rupture avec le désordre établi que leur semblaient représenter les institutions capitalistes et parlementaires d'une société libérale et individualiste dont les fondements institutionnels leur paraissaient aussi fragiles et inhumains que les fondements culturels en proie à un matérialisme et à un nihilisme destructeur. Refusant parallèlement les tentatives étatistes de réponse totale du communisme ou du fascisme, ils avaient l'ambition, pour remédier à cette crise de l'homme au XXe siècle, de susciter une révolution spirituelle, transformant simultanément les choses et les hommes, qui devait trouver son inspiration philosophique dans une conception personnaliste de l'homme et de ses rapports avec la nature et la société, et se traduire par la construction d'un ordre nouveau, au-delà de l'individualisme et du collectivisme, orienté vers une organisation fédéraliste, personnaliste et communautaire des rapports sociaux. Leur influence ultérieure n'a pas été négligeable, même si elle s'est manifestée de manière quelque peu diffuse. Sur la lancée des débats intellectuels de l'avant-guerre, certaines des expériences communautaires du régime de Vichy, politique de la jeunesse, Jeune France, Uriage. De la même manière, certains programmes de la résistance, Combat, Défense de la France, l'OCM, ne seront pas sans voir reparaître les hommes et les idées des années 1930. Après la guerre, nombre de ces non-conformistes deviendront des militants des mouvements fédéralistes. Robert Aron, Daniel Robs, Jean de Fabrègue, Alexandre Marc, Thierry Molnier, Denis de Rougemont. La revue Esprit, tout en prenant ses distances avec une partie de son héritage, contribuera au débat de la 4e et de la 5e République sur l'avènement d'une nouvelle gauche et ne sera pas sans influence sur ce que dans les années 1980 on appellera la deuxième gauche.
Après 1968, certains courants écologistes se rattacheront à cet esprit des années 30. Cette influence s'est aussi exercée sur le courant de la démocratie chrétienne et sur ses prolongements. Au-delà des frontières de la France, le personnalisme des années 1930 retrouvera aussi une audience, par exemple au Québec, dans les années 30-70, ou parmi les milieux de dissidents de l'Europe de l'Est, tandis qu'il ne sera pas étranger à l'évolution de la réflexion des milieux catholiques durant la seconde moitié du XXe siècle. Certains, comme Ziv Sternel et Bernard-Henri Lévy, y ont vu notamment une forme particulièrement sophistiquée de fascisme français, ce qui ne manque pas de faire rire les gens sérieux. La culture, c'est aussi une histoire de langue. Tout le monde connaît le français du Québec, mais connaissez-vous le pao-pao? Non, rien à voir avec ce qu'il y a dans une couche d'enfants prononcée à l'anglaise. C'est un dialecte unique, dérivé du français que l'on parle au Missouri, aux États-Unis. Parlé pendant des siècles, il a quasiment disparu, mais d'irréductibles Gaulois tentent envers et contre tout de le maintenir vivant. Au Missouri, la présence permanente du français remonte au XVIIIe siècle. Les colons canadiens, originaires de la région de Montréal, s'y sont entre autres installés pour exploiter des mines de plomb. Même après la vente de la Louisiane, qui comprend le Missouri, en 1803, on a continué à parler le français dans la région. Pendant un certain temps, le français est considéré comme une langue officielle de l'État. Hélas, faute d'école, la langue française commence à décliner au XIXe, même si elle survivra une bonne partie du XXe. C'est pour empêcher la fin de la langue que certains jeunes du Missouri se battent pour la faire vivre. Ainsi, Denis Strongmat, qui a grandi dans un milieu anglophone, s'est mis adulte au français. Le chanteur a des ancêtres francophones, mais il lui faut remonter plusieurs générations pour trouver ceux qui parlaient la langue couramment. En plus de ses chansons, il donne aussi des cours de français du Missouri, et il est en train de mettre au point un programme d'apprentissage en ligne pour la pérennité de ce dialecte. Il sait qu'à ce stade, les chances de survie sont minces, mais s'accroche pour la défense de son identité. Le pao-pao est une sorte de patois paysan métropolitain matiné de français du Québec et de Louisiane. Par exemple, on ajoute des T aux adjectifs féminins. Meilleurt comme féminin de meilleur ou nouert comme féminin de noir. L'expression ta au futur, ta faire ça pour tu vas faire ça. Les prononciations archaïques du moué pour moi ou toué pour toi sont systématiques. Des emprunts amérindiens comme wawaron pour désigner une grenouille. Des expressions tirées du créole de Louisiane, poc à poc pour dire comme ci comme ça. Tout ça évidemment avec un accent à couper au couteau. Voir au XXIe siècle des Américains se battant pour la sauvegarde de notre langue devrait nous faire honte à nous Français. Notre langue est noyée sous les anglicismes et les déformations de tout genre. Comme disait le poète, pas de liberté sans identité et pas d'identité sans une langue. Tâchez de vous en souvenir quand vous aurez un call B2B ASAP avec un followback de la Réu. Une langue morte est synonyme de peuple mort. Évasion méridionale pour l'échappée du jour. Aujourd'hui, je vous emmène à Carcassonne, dans l'Aude. Pour ceux qui ne savent pas, la cité de Carcassonne est généralement considérée comme une des plus belles villes fortifiées d'Europe. La ville se divise en plusieurs parties. Il y a d'abord la Bastide, c'est-à-dire la vieille ville avec ses ruelles anciennes et sa cathédrale. Ensuite, il y a le Joyau, la cité de Carcassonne, avec son château comtal et sa basilique Saint-Nazaire construite entre le 9e et le 14e siècle, et où cohabitent curieusement style roman et gothique. La cité de Carcassonne, ensemble architectural médiéval, dont les origines remontent même à l'époque gallo-romaine, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fut l'objet d'une vaste campagne de restauration au XIXe siècle sous l'impulsion d'Eugène Viollet-le-Duc, à qui l'on doit aussi la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et du Mont-Saint-Michel. Commençons par la Bastide. Il s'agit de la ville basse de Carcassonne, construite en 1247 sur ordre de Saint-Louis. Elle est aujourd'hui le centre commercial et résidentiel de la ville. Plus tard, la ville basse fut entourée de remparts, dont il ne reste aujourd'hui plus que des vestiges. À l'instar des autres bastides du sud de la France, elle est construite selon un plan en damier, permettant de mieux défendre la ville. En son centre se trouve la place du marché. Au XVIe siècle, on ajouta 4 bastions pour mieux protéger la ville durant les guerres de religion. C'est dans la Bastide que se trouve la cathédrale Saint-Michel, ainsi que plusieurs autres églises et petites chapelles, comme la chapelle des Carmes du XIVe siècle. Traversons maintenant l'Aude pour arriver dans la cité historique. Depuis le pont, on peut contempler les imposants remparts qui ceignent la cité. Située sur une colline, elle surplombe la ville basse, et sa position surélevée en faisait jadis un atout pour guetter les attaques. La cité était jadis un oppidum gallo-romain, déjà mentionné par Pline l'Ancien dans ses écrits. Allons faire un tour sur les remparts, depuis lesquels on peut admirer les Pyrénées au loin.
Ceux-ci sont percés de plusieurs portes, parmi lesquelles la porte narbonnaise, avec ses 2 tours en éperon, et la porte d'Aude qui donne sur la Bastide. Elle était jadis prolongée d'une barbacane rasée par Viollet-le-Duc pour construire l'église Saint-Gimer. L'enceinte compte 52 tours, réparties sur une double enceinte de 3 km, et les remparts actuels datent des XIIIe et XIVe siècles. Il ne reste plus grand-chose des remparts originaux des Gallo-Romains. Poursuivons par la visite du château Comtal. Celui-ci fut construit par Bernard IV Trencavel, vicomte de Carcassonne, en 1130, mais fut ensuite souvent remanié au cours des siècles suivants. Au XIIIe siècle, on lui adjoint une seconde enceinte. Abîmé par le temps, il fut partiellement reconstitué au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. Il comporte 9 tours, dont la plus haute est la tour peinte, une tour rectangulaire qui servait pour faire le guet. Sous la cour d'honneur, on découvrit au début du XXe siècle une mosaïque romaine, preuve que devait s'y trouver une maison appartenant à une riche famille romaine. Passons maintenant à la basilique de Saint-Nazaire. À la base simple église romane, elle est consacrée cathédrale par le pape Urbain II en 1096. Elle est agrandie et remaniée au cours des siècles suivants dans le style gothique, cette fois puis restaurée au XIXe. Ainsi, on peut y voir se superposer à la fois les styles gothiques et romans, que ce soit sur les sculptures ou sur les vitraux. Alors que la cité perd de son importance au profit de la ville basse, la basilique perd son rang de cathédrale au profit de la cathédrale Saint-Michel à la Révolution. Si en chemin vers l'Espagne ou les Pyrénées, vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous arrêter à Carcassonne, vous ne serez pas déçus de la visite. Aujourd'hui, aventure et littérature. L'aventure, c'est l'aventure, comme le chantait Johnny. Un homme au nom imprononçable en a fait sa vie et son œuvre, Sizia Ziké. Né d'un père albanais, devenu légionnaire français, et d'une mère grecque, Sizia naît au Maroc français en 1949. Il passe la suite de son enfance à Bordeaux, où il tombe vite dans les conflits de gangs entre bagarres et séjours en prison. Approchant de sa majorité, il cherche à quitter la France par tous les moyens et commence par s'engager, comme son père, dans la Légion étrangère. L'aventure n'est pas au rendez-vous et il part finalement en Argentine faire du trafic d'objets d'art précolombiens. Il acquiert une fortune considérable qu'il crame dans l'alcool, la drogue et surtout le jeu. En 1978, il a un fils, mais ce dernier meurt de maladie à moins d'1 an. Fou de chagrin, Sizia s'enfonce dans une vie de débauche en traînant dans les Caraïbes, avant d'échouer au Costa Rica. Là, il entend parler des orpailleurs clandestins, qui cherchent des filons d'or dans la jungle équatoriale. Voyant là une aventure propre à lui faire oublier sa peine, il s'enfonce dans la jungle avec quelques guides, la fièvre de l'or et surtout un Magnum 357. Oro, publié en 1985, est un roman autobiographique dans lequel Sizia Ziké relate les péripéties, rigoureusement authentiques, qu'il a eues au Costa Rica. Ce livre sera son plus grand succès littéraire et lui vaudra d'ailleurs plusieurs passages dans la célèbre émission Apostrophe. Je vous invite à y jeter un œil, car l'interview lapidaire qu'il donne vous donnera un aperçu du personnage. Sizia Ziké, c'est avant tout une gueule. 1m82, 90 kg de muscles, cheveux rasés, moustache, ton martial ou rigolard. Au premier mot qu'il prononce, on a compris qu'il ne blaguait pas, et on veut l'accompagner dans sa prochaine aventure. Dans Oro, on suit Sizia Ziké dans sa quête d'or à travers un territoire hostile, qui a des allures de western du XXe siècle. L'État et la police n'existent plus dans la jungle, et celle-ci est remplie de trafiquants et d'orpailleurs surarmés, devenus à moitié fous par la chaleur et la drogue. Pour se faire une place dans ce petit monde, Sizia devra apprendre très vite à se faire respecter ou craindre par ses associés et concurrents. La chance lui sourit, et il finit par trouver un filon d'or. Son exploitation se transforme alors en camp de travail. Ses ouvriers sont plongés dans la fosse toute la journée, et il les surveille d'en haut, n'hésitant pas à tirer entre les jambes du premier qui arrête de creuser, ou qui tente de cacher de l'or. Cette surveillance ne devient bientôt plus nécessaire car les ouvriers finissent par apprécier ce gringo qui mène son affaire avec poigne. Bientôt chef d'une bande soudée, Sizia devient une sorte de seigneur féodal, régnant sur son petit territoire. Le livre nous décrit l'ascension de la mine d'or, les conflits avec les autres exploitants ou les autorités locales, et de nombreuses aventures féminines. Là où le style tranche avec d'autres romans d'aventure, c'est le ton employé. Écrit à la première personne, le récit nous embarque dans la tête de Sizia Ziké. Sa vision du monde est simple. Il emmerde toute forme d'autorité à part la sienne. Les quelques démêlés qu'il a avec la police nous le montrent d'ailleurs très bien. Et il entend vivre sa vie à fond, quelles qu'en soient les conséquences.
Souvent décrit comme le dernier véritable homme libre, Sizia-Zike nous a laissé avec Oro un beau témoignage de ce que le mot aventure pouvait signifier. Si vous aimez les histoires de Rome, de poudre et d'or, n'hésitez plus. Retrouvons l'éphéméride du jour. Éphéméride du 5 mai. 5 mai 1260. Kubilai Khan devient Kagan, Khan de tous les Khans. C'est un peu le même principe que Capo di tutti capi, mais au lieu d'être le boss de type à costume rayé et grosse gourmette qui deal de l'héroïne, tu es le boss de tout un tas de cavaliers qui portent des chapeaux en castor décédé et qui tirent vachement mieux que Robin des Bois à l'arc. Ah, et en plus, tu hérites du plus grand empire connu à ce jour. Bref, en 1260, ce petit-fils de Gengis Khan devient le chef de tout le monde, et pourtant, c'était pas gagné. En effet, même si chez Radiovirus, nous ne sommes pas forcément très au fait des règles de succession au pays des Mongols, il nous paraît assez clair que quand on est le quatrième fils du souverain, on a peu de chances de terminer au sommet de la pyramide. Pourtant, avec une pincée de chance, une dose de culot, et évidemment des meurtres et batailles, on améliore sincèrement ses chances. Le règne de Kubilai dura 34 ans. Il fut le dernier à agrandir l'héritage de Gengis en finalisant la conquête de la Chine, après de multiples batailles contre la dynastie Song. C'est d'ailleurs lui qui fonde la dynastie Yuan, qui survivra à l'empire mongol. Pour la petite histoire, son administration nous est vraiment très connue, car Marco Polo siégea à sa cour en tant que fonctionnaire durant plusieurs années. Le 5 mai 1976, c'est aussi le jour de la première Nuit Bleue Corse. Non, ce n'est pas l'ancêtre du festival de Calvi, mais le joli petit nom poétique d'une série d'attentats à la bombe sur l'île de Beauté. Ce nom fut pour la première fois utilisé lors de la guerre d'Algérie. En ce qui concerne la Corse, la première Nuit Bleue coïncide avec la création du Front de Libération Nationale Corse. Faites de beaux rêves et bonne nuit les petits. Le marchand de C4 va passer. Chers auditeurs, merci de nous suivre. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous invite à la partager. Je vous dis à demain et je vous laisse sur la blague du jour. Une petite fille est en train de feuilleter l'album de famille. Tout à coup, elle demande à sa mère: « Maman, qui c'est le beau brun en maillot de bain avec des super pecs qui est à côté de toi sur la plage ?»« C'est ton papa quand je l'ai connu, » répond la mère d'un ton mélancolique. « Ah bon, c'est mon papa ? Mais alors, qui c'est le gros type chauve qui vit à la maison ?»